Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au premier album d'une trilogie comics sur la bataille de Jakku. Ici Francis en direct de Québec et ceux qui nous écoutent en vidéo sur YouTube peuvent voir que je suis accompagné de mon fidèle comparse pour les émissions comics, Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, John Sparrow? Yeah. What's up, man? On refait l'émission en anglais ou quoi? Fluent dans les deux langues, comme on dit au Québec. En plus, avec un sous-titre Post-Logie Lover. Yeah. On va parler C'est vrai que post-logiste ici. Lover, ça te va bien. Hein? Ceux qui nous écoutent religieusement là, savent que tu es le lover du groupe. Yeah. On verra s'il y a de la romance dans ce tome-là. Peut-être. Oui, donc, avant d'aller plus loin, on va saluer nos amis de chez Star Wars Littérature Québec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook, que vous soyez du Québec ou non. Venez parler littérature, que ce soit romans, comics, beaux livres, du canon, des légendes, etc. Donc, venez parler de tout ça avec nous. Ensuite, un petit WhatsApp rapide, Jean? Oui. Alors, attends, j'ai piqué ça dans la liste. Là, récemment, on a lu en comics des one-shot Legends qui s'appellent Star Wars Jedi. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont connu ça à l'époque, c'est sorti entre 2003 et 2004. Donc, vraiment pré-rachat par Disney. Hein. C'était encore Okay. le Legends. C'est le grand John Ostrander qui était au scénario. Donc Ostrander, on le connaît dans Legends, c'est lui qui avait fait Dawn of the Jedi, il avait fait du Legacy, il avait fait du Republic, il avait fait Vector, le fameux, le crossover. Et au dessin, c'est John Dursena. Alors c'est pareil, c'est John Dursena, si vous connaissez un petit peu les comics, il est assez connu. C'est juste magnifique ce qu'il fait. Et donc la série, donc je vous parle, donc c'est Star Wars Jedi, tout court. Comme un peu la saga de jeux vidéo là, qu'ils ont lancé là avec Star Wars Jedi, Fallen Order, tout ça. Bref. Et ça, ce sont des one-shots, c'est une quarantaine de pages chacun, c'est des petits tomes, enfin des gros fascicules ou des petits tomes, comme vous voulez, axés sur un personnage durant la guerre des clones. Donc il y a un tome sur Ayla Sakura, un tome sur Shakti, un tome sur Mace Windu, un tome sur Yoda et un tome sur Dooku. Et il y avait un tome sur Barry Sophie qui était prévu mais qui a été annulé du coup. Donc très très sympa, franchement c'est one shot super cool. Donc Legends encore une fois, donc il y a plein de bails qui n'existent plus depuis le rachat, on va dire. Notamment le fait que comment il s'appelle celui-là là, j'ai le nom qui m'échappe, le fameux Jedi avec la bande jaune. Quinlan Vos. Voilà. Alors Quinlan Vos est récurrent. Alors il n'a pas de tome à lui, mais il est récurrent dans toutes les histoires. Et on voit que déjà à l'époque du Legends, on va dire, il était ultra utilisé. Il était utilisé comme un peu espion. En fait, c'était un Jedi qui s'infiltrait un peu dans les lignes ennemies et qui faisait style qui était un Jedi un petit peu comme Dooku qui avait un peu laissé tomber l'ordre, mais non en fait. Et pareillement, Dooku n'était pas le seul à l'époque du Legend à avoir quitté l'ordre. Il avait embarqué avec lui une bonne petite troupe de Jedi qui pensaient comme lui en fait. Et donc, je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment on voyait la guerre des clones et tout le lore autour de la guerre des clones à l'époque du Legends. Tout ça a été totalement balayé évidemment par le rachat par Disney et puis la création du Oui, canon. ce que tu dis pour Jakku, oui, mais pour Dooku, mais pour ce qui est de Quinlan Vos, c'est pas mal le même background qui est resté là, une espèce Oui, effectivement. d'espion dont la spécialité est de s'infiltrer. D'ailleurs, soi-disant que son apparition dans la menace fantôme sur Tatooine, Oui, c'est vrai. donc il n'est jamais nommé, là, mais c'est la première fois qu'il apparaissait. Donc c'est ça, il était sous couverture, là, donc Oui, infiltré c'est ça. sur Tatooine. Et puis dans le roman Dark Disciple, donc Sombre Disciple, je crois en français, justement sur Quinlan Vos et Asajj Ventress. Donc, il me semble que c'est quand même pas mal abordé. Oui, d'ailleurs, c'est un roman que notre cher Odd est en train de lire. Je crois que le Tales of the Underworld, là, la série, la mini-série, là, Ça lui lui a a donné donné envie, envie. oui. Ouais. C'est un bon roman, moi j'avais bien aimé. En plus, Oui, ça paraissait que c'était un roman écrit sur la base de scripts non utilisés pour The Clone c'est Wars, ça. hein, parce qu'on avait même des mimiques. Je me souviens à un moment donné, c'était quoi? Donc c'était Obi-Wan qui se gratte la pointe de sa barbe. Donc c'était vraiment une image de la série animée de Clone Wars, là, vraiment typique. Fait que c'est ça. Bref, je crois que c'était des scripts pour quelque chose comme 8 épisodes de The Clone Wars mais The Clone Wars avait été arrêté là, à l'achat de Disney. Ouais. Donc, il avait fait le choix d'en faire un livre.
Mais voilà, très bon livre qu'on vous recommande. Très bon, ouais, très bon livre et encore une fois, une bonne anthologie, enfin, de bons petits tomes anthologiques. En VO, je sais que c'est disponible dans les omnibus et les Epic Collection The Clone Wars. Mhm. J'ai aucune idée d'où ça peut se trouver, ces petits trucs-là. Star Wars Jedi, voilà. Avec une petite préférence pour Ayla Secura et Shakti, pas seulement parce que les personnages sont super stylés, mais aussi parce que les histoires sont plus intéressantes. Mais ils sont tous bien, les Ok. 5 sont super. On ira jeter un œil à ça. Sinon, écoute, de mon côté, ce matin, je me pointe au travail. J'arrive en même temps qu'une collègue qui, elle, arrive beaucoup plus tard qu'à l'habitude, mais elle arrive avec un manteau de jeans, un coat de Mhm. jeans, comme on dit ici, vraiment à l'ancienne, du vrai jeans là, des années 80-90, là, tu sais, qui a l'air zéro confortable, que tu as l'impression que tu ne pourras pas bouger dedans, mais bref, et avec des patchs, donc de Star Wars à l'avant, puis à l'arrière, c'était écrit dans une galaxie très, très lointaine. Ah, très En bien. anglais. Donc, apparemment, c'est un original des années 90 d'une série, je ne sais pas trop. Wow. Bref, puis apparemment, quand elle l'avait déjà mis en vente, ça s'était transformé en enchère, là, tellement que le Ah monde ouais. disait non, non, je t'offre plus, etc. Fait que finalement, elle avait fait le choix de la garder. Mais l'anecdote là-dedans, c'est que ma collègue ignorait à 100% ma passion pour Star Wars et mon expertise dans le monde de Star Wars. Donc voilà, parfois, c'est par hasard qu'on se rend compte Mhm. qu'on a les mêmes intérêts que les gens avec qui on travaille le bureau d'à côté. Là. C'est vrai. Ah, Littéralement. elle te l'a pas donné? C'est quoi la chute? Elle te l'a donné? Non, non, et je lui ai pas réclamé non plus. En même temps, moi, je suis pas un collectionneur de tout et n'importe quoi, là, parce que, Mhm. comme je lui expliquais, sinon, ça n'a plus de fin. Là, bref, Mhm. vous verrez ça si on fait l'émission que je prévois peut-être faire avec Steve Gros-Louis. Là, Ouais. si vous commencez à collectionner de tout, Allez, j'espère que vous avez un entrepôt, un gigantesque entrepôt, là, un hangar à dirigeable pour stocker tout votre matériel Star Wars. ouais. Dis-le à Seb, ça. Seb Minot, Ouais, notre ben collègue. exactement. Pour être déjà allé dans l'appartement de Seb, je dis appartement parce qu'on sait qu'il y vit, mais c'est pas normal. Mhm. Je vous confirme que et quand Seb écoutera l'émission, là, tu nous répondras dans les commentaires. C'est Mais un être abusé. humain n'est pas supposé. Ça ressemble beaucoup plus à un entrepôt derrière un Entrepôt, magasin. ouais. Tu comprends? Voilà, voilà. T'as le musée, Quand, l'entrepôt derrière le il musée. y a du matériel Star Wars, mais partout, là, il faut presque faire attention où on marche pour ne pas marcher sur des artefacts. Donc, bref, petit clin d'œil à Seb, Minot de notre équipe, Mhm. un, un grand collectionneur On aussi de l'adore, Star on Wars. l'adore. Voilà, on va attaquer le sujet principal. Avant, peut-être rappeler qu'est-ce qu'on avait pour les auditeurs récemment, Jean? Oui, alors récemment, nous, en littérature, c'est fraîchement sorti. Nous, on a critiqué le tome Sabra Loué, donc une mini-série jeunesse de la Haute République, phase 3. Donc c'est la dernière sortie chez Panini niveau Haute République. Nous avions aussi, plus dans le canon, critiqué le dernier tome de la série Dark Vador, tome Mhm. 10. Donc voilà, c'est un peu les deux littératures La finale, comics. Voilà, la le fin de final. cette série-là. C'est ça, dernier tome de cette série-là. Sinon, on continue toujours nos critiques, nos débriefs des épisodes de la série Andor. Hein, donc là, le moment où on enregistre, on en est aux épisodes 7 à 9, mais d'ici que cette émission sorte, on aura déjà critiqué le final également de la série, hein, les épisodes 10 à 12, si je ne Mhm. m'abuse. On vous invite aussi à aller voir la superbe petite interview qu'a effectuée justement notre Seb Minot national avec Nika Fulterman, qui n'est autre que la voix originale de Asajj Ventress. Voilà, donc on parlait d'Asajj Ventress sur la Oui, mini-série petite Tales of. entrevue courte et sympathique. Ouais, voilà, on connaît bien le ton de sa voix, c'est excellent. Qui faisait déjà la voix sur The Clone Wars, si je m'abuse, oui, c'est la même Ouais. actrice. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ben, il y a tellement eu d'épisodes dernièrement, donc on peut peut-être qu'est-ce qu'on pourrait rappeler? On pourrait rappeler des choses qui sont peut-être passées inaperçues à cause de la célébration au Japon. Ah, il devrait y avoir l'épisode de QC aussi qui devrait être publié C'est vrai. d'ici à ce que l'épisode qu'on enregistre là soit publié. Donc, Oui. évidemment, QC là, sur Génération Star Wars et Science-Fiction, l'événement annuel du côté de la France. Mhm. Sinon, des choses qui sont peut-être passées inaperçues que j'aimerais bien mentionner, c'est la couverture de Danny et Seb en direct du Japon à ce moment-là du documentaire, la deuxième saison du documentaire Light and Magic sur C'est Disney+. vrai. Je ne sais Mhm. pas si tu as commencé à l'écouter, Jean. Moi, j'ai deux Non. épisodes d'écouter, je crois, et deux ou trois. Bref, Mhm. ouais, je pense que c'est trois.
Je pense que c'est une série en 6 épisodes. Mais bref, c'est très intéressant. C'est pas que du Star Wars, hein, évidemment. Mais Oui, j'en suis beaucoup, pareil. beaucoup Star Wars. Entre autres, ceux qui, évidemment, on a tous déjà entendu parler des difficultés de l'acteur Ahmed Best à cause de son rôle de Jar Jar. Ah, il en parle dans cette série? Écoute, moi, je ne savais pas à quel point c'était. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Donc, ouais, c'est abordé là-dedans. Ah, cool, cool. Pour rappel, c'est parce que dans le fond, Ahmed Best se retrouvait le premier acteur à jouer un personnage 100% comme ça, animé. Numérique, ouais. Depuis le temps, le monde aussi ont fait la distinction entre l'acteur et le personnage animé et tout ça, là, dans les autres productions qui ont suivi, par exemple dans la trilogie là, de Peter Jackson, Seigneur des Anneaux. Mais c'est ça. Fait que, bref, je ne m'attendais pas à ça parce que c'est vraiment une série sur effets spéciaux et compagnie. Mais là, il y a un côté très, très, très humain là, dans un des épisodes. C'est étonnant. Fait que, je vous invite, même quand on pense en savoir énormément sur Star Wars, on apprend encore de nouvelles affaires. Donc, c'est très, très cool. Ouais. Ouais. Et ben, moi, on le voyait sur la couverture. Je vais la remettre, là, la vignette. Mais John Knowles et Duke Chang. et j'ai oublié son c'est nom. ça? Duke Chang, c'est ça. Ouais. Je veux dire, comme trio là, de génies, là, je veux dire, qui ont changé notre vie. C'est dur à battre. En tout cas, bref, allez écouter ça si ce n'est pas déjà fait, pour découvrir l'envers du décor. Donc voilà, on va passer en hyperespace, Jean, puis on attaque notre BD de transition entre la série Star Wars de 2020 et la toute nouvelle série Star Wars 2025 qui vient de débuter il y a quelques jours. Ça marche, c'est parti pour la bataille de Jakku. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, donc comme je disais en introduction, on est là pour discuter de l'album de Panini, La bataille de Jakku. Pour ce qui est en français, hein, le sous-titre n'est pas écrit en gros comme dans les versions anglophones, mais dans le fond, il va y avoir 3 albums, c'est comme 3 arcs, et en français, c'est L'aube de l'insurrection, le sous-titre. Là. Donc, oui, c'est d'accord. juste qu'il n'apparaît pas sur vraiment le dessus là, de la couverture. Mais voilà, le premier arc, c'est L'aube de l'insurrection. Comme je disais, c'est une espèce de transition. Hein, comme vous le savez, la série de 2020 qui se passait entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi a pris fin. Et ce qui est très particulier, pour rappel, c'est que l'album physique en 100%, là, Star Wars, n'est pas encore sorti. Donc, il y a eu un certain bordel dans le planning de publication du côté de chez Panini. Donc, l'album numéro 9 sort d'ici environ un mois et demi. Mais voilà, fait qu'on va avoir la transition avant d'avoir la fin de l'autre. Ouais, c'est complètement débile, ça. C'est vrai que j'avais pas pensé. Mais... Écoute, je vais essayer de ne pas utiliser le mot débile. Jean, je vais te laisser, c'est peut-être plus dans le langage courant de ton... Non, c'est pas méchant, mais Panini, là, les gars, là, c'est pas sérieux. C'est spécial. Moi, je vais utiliser le mot spécial. D'autant que, justement, j'allais féliciter Panini parce que, en VO, nous, donc Marvel va publier, donc tu l'as expliqué, c'est une première partie de 3 parties en 4 numéros, donc c'est 12 numéros au total. Donc là, on a juste les 4 premiers numéros, donc sur Insurgency Rising, là, tu as dit la traduction en français juste avant. L'aube de l'insurrection. L'aube de l'insurrection. Et ensuite, il y a 2 autres arcs qui arrivent par la suite, donc de 4 numéros chacun. Et en VO, ils ont tout compilé en un seul tome de 12 numéros, donc un gros tome de 12 numéros. Et en fait, ce tome-là, il n'est pas encore disponible en VO, il sortira début juin. Et je trouvais ça cool que voilà, Panini publie, pas la totalité de l'album, mais une partie avant la VO. C'est très très rare en comics, ça. Donc, j'étais plutôt surpris par Panini, mais bon, si tu ne nous as pas sorti... Ouais, moi, c'est vraiment juste l'ordre. Il me semble que j'aurais sorti au mois de mai la fin de la série de 2020 et ensuite la transition. Mais bon, je reviens à ma chronologie interne à Star Wars. Donc là, la série de 2020, on était avant le retour du Jedi. Et vous aurez compris avec le sous-titre La bataille de Jakku qu'on est après. On parlera plus tard à quel point ce sous-titre-là est bien choisi ou pas. Là. Mais bref, fait que ça se passe quand même en même temps d'autres histoires qu'on a eues. T'sais, en roman, on a eu la trilogie Riposte, donc Aftermath, qui se passait à ce moment-là, qui culminait avec la bataille de Jakku. On avait aussi la trilogie Alphabet Squadron, qui était là aussi dans les mêmes événements. On a eu aussi le comics, ça c'était au tout début du canon, là, en 2015.
Donc, le comics Star Wars, Les Ruines de l'Empire, très, très bon. Moi, j'avais beaucoup aimé ce comics-là, autant histoire que visuellement. Et ce qui matchait parfaitement avec le comics aussi, c'était le scénario, si on peut dire, la campagne dans Battlefront 2, dans le jeu vidéo Battlefront 2. C'était aussi, voyons, l'ordre, c'était quoi donc, le plan de contingence, ça, avec les droïdes rouges, puis bon. Ouais, le projet Cinder, c'est ça. Et le jeu aussi culminait avec la bataille de Jakku. Donc, bref, vous comprenez qu'on a déjà exploré un petit peu cette chronologie-là. On y revient cette fois-ci dans une transition. Donc, on verra si c'est réussi. Déjà, on peut peut-être donner quelques specs. Donc, on est, encore une fois, comme je le disais, au niveau chronologie, on est en plus 4. Là, donc, après le retour du Jedi, l'album de Panini fait 104 pages, les numéros 1 à 4. Comme on disait, il y a 12 numéros au total à cette série-là. Pour un prix de départ à 16 €, sorti le 30 avril, donc tout récemment. C'est signé Alex Segura. On y reviendra après là, du côté de l'auteur. Au dessin, par contre, c'est le bordel. T'adores ça, on peut tout de suite le dire. C'est une ribambelle de dessinateur. J'ai pas compris le concept. Tu m'expliqueras si c'est moi si c'était intentionnel ou pas, mais bon, c'est ça. On a toute une collection de dessinateurs. Léonard Kirk en principal, mais Stefano Raffaele aussi, Jetro Morales, Luc Ross. Fait que comme vous voyez, des noms connus, mais des fois à 2 par numéro, par comics. Et pas toujours avec des styles qui vont bien ensemble. Donc, bref, on y reviendra. Au niveau des couleurs, principalement, c'est Rachel Rosenberg, mais dans le fond, Alex Sinclair fait un tout petit bout. Aux couvertures, c'est notre traditionnel Phil Noto. Et je vais vous faire la lecture du synopsis, c'est très rapide. Donc, après la bataille d'Endor, la princesse Leia, Luke Skywalker et la Nouvelle République naissante pourront-ils repousser une nouvelle menace aussi inattendue que mortelle? Mais quel est le lien entre leur nouvel ennemi, issu des rangs de l'Empire, et Dark Vador? Point d'interrogation. Donc, voilà pour le synopsis de ce premier volume de la bataille de Jakku. C'est léger. Jean, je sais que tu voulais aborder l'auteur, Alex Segura. Ben oui. D'autant que Alex Segura, on le connaissait déjà dans l'univers Star Wars, car c'est l'auteur du très bon roman. Je dis très bon, je crois que tu l'avais aimé aussi, le roman Young Adult. Attends, la désinformation, les fake news, Jean, je ne mettrais pas que j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Moi, pour moi, c'était assez limite pénible. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup apprécié. Ah bon, dommage. On parle du roman. C'est roman jeunesse paru il y a quoi? Il y a 2 ans peut-être? Ah, t'es sûr que c'était en jeunesse? Je pensais que c'était un YA, mais... Oui, c'est ça que je voulais dire. Pas un jeunesse, là, bibliothèque verte, là, un jeune adulte. Ah oui, pardon. Moi, jeunesse, je traduis ça en junior, et pour moi, c'est les plus petits. Ouais, c'était un YA. En fait, tu as raison. Tu as raison, ça vient confondant. Tu vois, moi, je lui avais donné un 13 sur 20. C'est pas si mauvais, là, mais on n'est pas dans les... C'est la même note que Baroud d'honneur. Last Shot. Donc, OK. Et d'ailleurs... Mais oui, est-ce qu'on a nommé le titre du livre? Donc, c'est Podamron, Free Fall. C'était Chute libre, Free Fall en anglais. Voilà, exactement. Donc, où on suivait Podamron ado, en fait, avant la trilogie, la postlogie, qui rencontrait Zori Bliss. Donc, il y avait l'histoire des parents de Zori Bliss aussi. C'était, voilà, quoi. Moi, j'avais bien aimé ces aventures un peu pré-résistantes. On verra d'ailleurs ce comics a quelques liens avec ce roman-là. Donc avec Segura, même auteur, il y a des liens. Segura, il a fait aussi une petite nouvelle dans Stories of Jedi and Sith. Tu vois, avant que tu continues, je mentionnerai quand même que Segura avait déjà collaboré avec Phil Noto en couverture, parce que quand je dis que Phil Noto fait parfois des romans, le roman est aussi une couverture de Phil Noto. Donc, voilà. Ouais. Et sinon, pour clore sur ce roman-là, on peut dire que c'était vraiment un roman quand même d'action. Ça allait quand même très vite. Mais on explorait beaucoup les passeurs d'épices de Kijimi. Donc, on y reviendra plus tard aujourd'hui. Mais moi, j'avais trouvé ça inintéressant au possible. Ah, merci. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Ah bon. Écoute, moi, j'avais beaucoup aimé, notamment la romance entre Podamron et Zori Bliss. Bon, bref. Ouais. Entre autres, il n'y avait pas que ça. Ensuite, il a fait donc ce petit short story là, dans le recueil.
sur Qui-Gon, c'était apparemment. Et il a aussi fait le one-shot The Rebellion. C'était un one-shot dans le cadre, tu te rappelles, de l'anniversaire des 40 ans du Retour du Jedi. C'est un tome Ouais. qu'on avait chroniqué l'année dernière déjà. Et d'ailleurs, voilà, et il y aura aussi quelques liens entre ce tome-là, enfin ce one-shot-là, The Rebellion, et donc ce tome de ce soir, Battle of Jakku. Et c'est après ce one-shot qui est dépêché pour écrire cette mini-série de 12 numéros, on va dire ça comme ça, qui est Ouais. Battle of Jakku. Et c'est lui qui est aussi, vu que le numéro 1 est tout juste sorti début mai, sur la nouvelle série, tu le mentionnais, Star Wars 2025, on va l'appeler comme ça, la troisième partie de la série principale Star Wars. Voilà, donc ça sera lui l'auteur principal. Mhm. Voilà, pour, Série qui, pour l'instant, on peut peut-être, sans spoiler, dire que pour l'instant, c'est bien parti. Je Ouais. trouve que ça décolle Aussi, quand t'aimes même bien. bien. Et je reviens encore à Phil Noto, c'est juste pour le mentionner, mais le dessinateur de la totalité, dans le cas là, de la série Star Wars qui débute là, de 2025, c'est Phil Noto. Donc, non seulement couverture, mais l'intégralité des comics. Et même au niveau couleur, tout ça, Phil Noto, il n'y a pas besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'être toute une équipe avec lui là, pour l'aider. Lui, il fait l'intégralité. Ouais. Donc, jusqu'à maintenant, je trouve ça très joli. Mais pour rappel, ceux qui n'aiment pas le style de Phil Noto, tout l'album va être comme ça. Ouais. Mais revenons à notre fameuse série de transition, donc Battle of Jakku. On va essayer de ne pas spoiler le numéro 2 et le numéro 3, dans le sens que c'est ça, là, c'est quand même. Nous, on les a lus, là, donc on va essayer de pas vous, de se concentrer sur l'album d'aujourd'hui. Ouais. Si je te demandais une phrase, Jean, Ouais. là, avant de passer en partie spoilers. Voilà, un vite fait sans spoiler. Donc, en un mot, alors c'est marrant parce que la lecture en numéro par numéro, mois par mois, a différé de la lecture en tome, là, comme on a fait pour préparer cette émission. Je t'aurais dit le mot qui me venait à l'esprit en lisant numéro par numéro, je t'aurais dit décevant. Et là, l'avoir lu en tome, je dirais décevant, mais 3 petits points. Parce que voilà, en fait, je t'explique. Moi, la période entre 6 et 7, c'est une période qui m'intéresse énormément. Déjà dans Legends, j'adore ça. Mais dans le canon aussi, moi, le post-retour du Jedi, j'aime beaucoup. Et en fait, tu l'as dit, hein, mais des œuvres post-épisode 7, on en a eu pas mal, mais je trouve pas assez comparé à ce qu'on a eu, par exemple, en prélogie, en trilogie originale. Tu l'as noté, mais voilà, la superbe trilogie Alphabet, je trouve qu'elle sublime cette période-là. Tu l'as noté aussi, donc Aftermath, j'ai pas le nom en français, c'est Riposte. Riposte. Voilà, c'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée aussi. C'est d'ailleurs la première trilogie qui explorait ce passé-là post Retour du Jedi. On peut peut-être mentionner que beaucoup de gens ont attaqué énormément cette série-là, Riposte. Mais je vous dirais que le premier est vraiment, effectivement, pas très bon. Le premier, Aftermath, mais le deuxième est déjà pas mal meilleur et je trouve qu'avec le dernier, qui est vraiment là, la bataille de Jakku, c'était beaucoup mieux. Mais beaucoup de gens se sont arrêtés au premier, puis effectivement, l'écriture de Chuck Wendig était catastrophique. Là. Puis il y avait toujours des espèces de chapitres flashback, là. Ben, pas flashback en fait. On partait sur complètement autre chose. C'est vrai. Des espèces de trucs de transition. Des inserts, là. Bref, c'est ça. Quelqu'un m'en a encore parlé récemment qu'il avait essayé la lecture du canon en commençant par celui-là. Ouais, c'est. Ça a scrappé le projet. Là. Ouais, mais après, ça se comprend, c'était alléchant, tu vois. Toi, tu voulais savoir ce qui se passe entre 6 et 7, tu lisais ça, quoi. Alphabet n'était pas encore sorti à l'époque. Moi, j'irais pas jusqu'à dire catastrophique. Il faudrait qu'en fait, on aurait dû les relire, ces 3 livres, pour préparer ce tome-là. Bon, c'était beaucoup d'heures d'écoute, là, donc on a un peu skippé ça. Mais moi, je pensais aussi donc, à Shadow of the Sith, qui est sorti entre-temps. Tu as The Princess and the Scoundrel, qui sortira bientôt en France, d'ailleurs, chez Pocket, très vite. Oui, on parlait de Freefall. D'où, je crois. Voilà, oui. Complètement. Donc voilà, donc ça c'est toutes des œuvres plus ou moins intéressantes qui exploraient ce passé-là. Et là, bam, à la fin de la série Star Wars 2020, on t'annonce qu'en comics, on allait se focus sur la bataille de Jakku. Bon, j'étais ravi dans l'annonce, tu vois, j'étais super content. Et donc décevant, là, je reviens au mot décevant parce que ma déception a été à la hauteur de mes attentes, on va dire, un truc comme ça, je sais pas trop comment le dire. On le verra, voilà. Notamment, c'est au niveau dessin, il y a un gros problème au niveau dessin. Il fait pas du tout honneur à cette mini-série. Quand même, c'est Star Wars, c'est un peu, pour moi, tu l'as dit, la continuité de Star Wars 2020. Pour moi, c'est comme si, comme elle fait la transition entre 2020 et 2025, c'est vraiment la série principale, tu vois. C'est la série Star Wars principale, qui s'appelle sous-titré Battle of Jakku. Et je trouve ça abusé.
Et je pense que voilà, on en a discuté pas mal dans le Discord, notamment avec Loïc qui a suivi aussi cette mini-série-là. Je trouve ça inacceptable qu'on puisse mettre des branques ou alors des dessinateurs dont je n'apprécie pas le style, on va dire, entre guillemets, parce que c'est peut-être un style que je n'apprécie pas, je sais pas, on discutera ensemble de ça. Mais voilà, le plus gros point noir, c'est les dessins, je trouve ça affreux. Sur 3 numéros sur 4, on va dire. On va dire que le 4e, le dernier, ça va, parce qu'il y a Avec le cross. voilà, avec le cross, mais voilà, on pourra discuter en détail parce que moi j'ai une petite idée de qui est le fautif sur ça, hein, sur les 4. Donc très très déçu par les dessins. Et c'est bien dommage parce que l'histoire, niveau histoire, ça souffle chaud le froid, tu vois. J'ai beaucoup aimé, il y a énormément de références au Ouais. lore post-épisode 6, on l'a dit, toutes ces œuvres-là, post-Retour du Jedi. Et ça, c'est bien fait, quoi. Je trouve qu'il a bien les refs et pas que ces trucs à lui. Donc le Free Fall et le One Shot Resistance, Rébellion, pardon. Mais il a pris les autres bouquins, il les a mixés, il a fait des références. On pourra parler de jeux vidéo aussi. Tu mentionnais Battlefront 2, la campagne. Il y a aussi Uprising, Star Wars Uprising, qui est un jeu vidéo un peu obscur. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est là où le bas blesse, tu vois. C'est que le scénario, dans la longueur, pour Stark-là, en tout cas de 4 numéros, je trouve qu'il ne tient pas assez en haleine. Il y a énormément de personnages inédits qui ont été créés pour ce one-shot-là, alors que je trouve qu'il aurait pu utiliser des personnages d'autres œuvres, comme Alphabet, encore une fois, comme Aftermath, plutôt que de créer encore de nouveaux persos qui sont, on le verra, pas vraiment intéressants. On a une espèce de Dark Vador-like qui fait un peu pitié, je trouve. Donc, scénario, c'est up and down, tu vois. Par moment, j'étais là, trop bien. Par moment, j'étais là, ouais, c'est un peu naze, quoi. Donc, mitigé, on va dire, par sa lecture. Voilà. Écoute, je partage entièrement ton avis. Je serai plus sévère que toi. Pour moi, c'est vraiment un échec sur toute la ligne, même si on ne tient pas compte, par exemple, des attentes ou quoi que ce soit. Le pire, c'est que c'est ça, Alex Segura, je le trouve quand même bien en général, mais bon, comment dire, il y a l'aspect dessin, comme tu as dit, que c'est catastrophique. Il y a, moi j'ai même, en le relisant, là, j'ai pensé à Georges Gentil. Là, fait que oui, ça fait penser, et voilà. Gentil, qui est vraiment la pire catastrophe là, des comics Star Wars. Sinon, côté histoire, c'est que quand tu penses à tout le potentiel de cette période-là, mais d'accoucher de bref, c'est ça. Très, 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 très déçu. En plus, c'est ça, Alex Segura nous ramène, c'est pas un gros spoiler de le dire parce que c'est dès le premier numéro, là, mais il nous ramène beaucoup des personnages du roman Chute libre, donc de la fameuse équipe des passeurs des pistes de Kijimi, mais dont j'en ai tellement rien à foutre. Je trouvais déjà ça inintéressant dans le roman. Là, ici, je vois vraiment pas ce qu'ils viennent foutre dans l'histoire. Visiblement, lui aime ces personnages-là, donc force pour les ramener. Comme tu dis, on nous crée des nouveaux personnages impériaux et même côté obscur, un peu. Hein? Il y a une espèce de... Puis c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire du tout. Puis on a encore une espèce de Robocop. On va le voir, on le voit même, je crois, sur une des couvertures variantes. Je crois que c'est celle-là ici. C'est le fameux Dark Vador-like, ouais. C'est ça, encore un autre impérial qui est toujours en combinaison c'est ça. Là. Bon, c'est très comics, mais très comique, je trouve, pour les plus jeunes. Donc, non, c'est ça. Et pourtant, comme tu dis, c'est bardé de références à toutes sortes d'aspects. Tu sais, Luke avec sa boussole qui cherche des artefacts. Tu l'as vu. On a dans Battlefront 2. Oui. On a Leia, donc les débuts de la République. Tu sais, Leia qui n'est plus en chef de guerre, on va dire, là, qui est en politicienne. Parce qu'il y a plein de références, plein d'aspects. Mais c'est ça, pour moi, c'est vraiment un échec. Puis, à quel point c'est spoilers de le dire, mais tu sais, ça s'appelle la bataille de Jakku. C'est une intro. Ça serait quand même bien qu'on ait l'impression de se diriger vers la bataille de Jakku. Ouais, c'est vrai. Ce qui, ici, n'est pas du tout le cas. Mais zéro le cas. Donc, pourquoi ça s'appelle la bataille de Jakku? Bon, ici, quand on lit le premier, on peut espérer que ça va être le cas dans les suivants. Fait que les gens auront peut-être compris si oui ou non. Mais bref, c'est ça. Ça fait partie des attentes qui déçoivent les gens, je crois. Alors que tu pouvais faire une série carrément la bataille de Jakku, puis que ce soit la bataille, toute la série. Ça va 12, je veux dire, une grosse bataille comme ça aurait très bien pu occuper 12 numéros de comics. On a tous les événements qui se passent dans les différents romans.
dans Étoile perdue, Oui, c'est dans vrai. Cadet, dans Riposte, dans voyons, j'ai le. Ben, T'as c'est ça, Bloodline aussi. dans Battlefront 2, dans la campagne. Mhm. Bref, j'ai l'impression d'en oublier un, mais tout ça pour T'avais dire un que, peu. tu sais, Ouais. rattaché, c'est une bataille que les gens trouvent intéressante. Les gens ont eu beaucoup critiqué le post-épisode 6 là, qui a été publié, là, surtout dans les débuts. Mais tu sais, Étoile perdue, tout le monde l'a adoré. Le roman Étoile perdue de Claudia Gray, ça fait partie des musts de tout le monde. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas l'orientation de ça. Puis à la limite, ben là, si c'est une grosse transition pour la nouvelle série, tu sais, à la limite, des fois, il y en a des prologues, là. Fait que tu sais, je pourrais comprendre. Ici, je suis même pas sûr. Tu vois, la nouvelle série vient de débuter, puis j'ai pas l'impression que cette transition-là est essentielle, mais pas du tout. Je vois vraiment pas ce qu'elle vient foutre dans l'histoire. Et dernier petit point, mentionnons que la série Ewoks se passe en parallèle. La mini-série Ewoks, qui était juste 5 numéros, je crois, 4 ou 5, qui va être publiée aussi plus tard là, cet été par Panini, se passe en parallèle de la série La bataille de Jakku, et on retrouve même des personnages de cette série-là dans Ewoks. Donc, on verra si notre avis est le même pour Ewoks et pour la bataille de Jakku. Mais c'est ça. Vous aurez compris par nos tons. Et c'est ça notre enthousiasme à décrire nos avis là-dessus, que ça ne sera pas un chef-d'œuvre, ça ne sera pas un essentiel là, en dehors des collectionneurs qui achètent tout là, comme moi. Même si vous verrez, j'ai noté quelques références et franchement, les références, moi, ont porté un certain enthousiasme, je dois dire, lors de la relecture. Mais, et Ewoks, voilà, tu disais, Ewoks, excuse-moi, Jakku et Ewoks sortaient en numéro au même moment, en fait. C'est pour ça qu'ils ont fait des parallèles entre les deux mini-séries. En fait. Exact. Donc, écoute, Jean, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sans trop spoiler les gens. On va faire un petit avertissement, puis on va partir en spoilers. Ah, et j'oublie, attends, la note avant ou après? Je sais plus. La note à la fin. La note à la fin. Pardon. Et, comme on disait, si vous voulez prendre le temps de les lire, c'est quand même rapide, hein, c'est juste 4 numéros. Là, ça se fait quand même assez vite. Donc, vous reviendrez écouter le reste de l'émission après si vous voulez vous éviter les spoilers et nous donner votre avis, surtout en commentaire. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Jean, de plus? Déjà, on peut peut-être se lancer sur un résumé. J'ai hâte de voir à quel point tu vas tomber dans les détails. C'est une série, c'est ça. Moi, honnêtement, le résumé, je t'aurais résumé ça en 2 minutes. Mais effectivement, je serais passé par-dessus beaucoup de choses, mais que je ne vois pas l'intérêt, c'est ça. Bah ouais, c'est ça le truc là. En relisant le résumé, c'est vrai que je m'attarde sur les détails, c'est vraiment des détails, mais le pire, c'est en fait, je m'attarde sur énormément d'introductions de personnages inédits qu'on a dit là. Je vous explique en une phrase. Alors lui, c'est ça, lui, c'est ça, lui, c'est ça, parce que sinon, on a un peu de mal à suivre qui est qui dans cette histoire-là. Bref, ça va aller relativement vite quand même. Feel free to vas-y jump in si tu veux appuyer sur un truc. Donc, on est tu l'as dit, temporairement quelques heures après la fin de l'épisode 6. On célèbre la victoire sur beaucoup de monde. Là, la guerre fait toujours rage malgré tout dans plusieurs endroits plus reculés de la galaxie. Et là, on nous introduit le personnage donc de Rin Zenat, donc une rebelle en pleine bataille spatiale à bord d'un B-Wing là face à des TIE Fighters. Et tout son squadron rebelle se fait massacrer. On nous introduit ensuite au sein de l'Empire. Alors un trio de personnages qui seront un peu les grands antagonistes non seulement de Stark là en 4 numéros, mais de toute la saga entre guillemets en 12 Battle of Jakku. D'abord, on a le personnage de Keith Aleitia, on va l'appeler Kitty, qui est le lieutenant de l'USB, qui bosse sous les ordres du grand Moff Ubric Adelard. Voilà, c'est le grand méchant de Stark là, c'est le grand Moff Adelard. On rencontre également donc le troisième larron du trio, c'est le Commander Bragg, qui est donc la fameuse brute énorme en armure, le sous-sous Dark Vador du port, on va dire, que tu as montré précédemment. On nous introduit aussi, donc, alors voilà, c'est un gros numéro d'introduction, vous l'aurez compris, le premier numéro. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais le premier numéro de Battle of Jakku, c'est plus de 23 pages, hein, c'est une trentaine de pages. Et ça, on l'aura dans les 2 autres arcs suivants, c'est le premier numéro, 30 pages. Et après, on réduit à 23 pages les 3 autres numéros, bref.
Donc on introduit également les acolytes du Beyond, voilà. Donc ça c'est les fameux fanatiques du côté obscur, donc qui maîtrisent un petit peu la force et qui voient la balance De pencher vers le... mémoire, c'était une création dans la trilogie Riposte, justement. Exactement, exactement. C'est Chuck Wendig qui l'avait introduit. Donc là, comment il s'appelle? J'ai perdu le nom de l'auteur. Alex Figueroa. Alex, on va l'appeler Alex, réintroduit donc les acolytes du Beyond, qui eux donc voient la balance pencher vers le côté lumineux de la galaxie suite à la mort de l'empereur Levador. Donc eux, ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer un de leurs membres qui s'appelle Reina Obscure, une de leurs membres, rencontrer le grand Moff Adelard et le supporter dans le fait qu'il veuille lui garder l'Empire intact, quoi. Faut garder l'Empire en vie en tout cas. Donc on a le lieutenant Alayetia, j'arrive pas à prononcer, Alayetia, qui va rapporter au grand Moff donc qu'une pilote rebelle a réchappé au massacre vu en intro. Effectivement, ils ont capturé donc Rin Zenat, là, la pilote qu'on voyait au début. On revient sur Andorre. On rencontre donc Anne, Leia et Luke, très très mal dessinés, on y reviendra. Anne, donc lui, il va être vite évacué, il part en mission de son côté, il va laisser Luke et Leia ensemble. Luke va proposer d'ailleurs, il y a une petite phrase qui propose à Leia de s'entraîner à devenir un peu un Jedi, c'est ce qu'on verra dans l'épisode 9 d'ailleurs. Et là, donc, tu as Rin, la fameuse Rin, qui atterrit en catastrophe sur Andorre et va updater donc Luke, Leia et toute la rébellion sur la guerre qui persiste encore dans le secteur d'où elle vient, qui s'appelle le secteur d'Anoat, avec donc ce fameux nouveau grand Moff toujours en activité et bien décidé à restaurer l'Empire. Voilà. Alors, petit fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais à la fin de ce premier numéro, on a une toute petite histoire qui s'appelle The Rising et qui est là encore dessinée par un dessinateur différent. Donc, voilà. Donc c'est marrant, c'est une petite histoire, mais qui était inclus quand même dans le numéro de base. Donc je ne comprends pas vraiment le truc. Bref, c'est comme si c'était un petit bonus, mais techniquement, il était déjà... C'est pour ça, dans le fond, qu'il fait plus de pages pour ce qui est du numéro. Oui, c'est vrai. Et donc, dans cette petite histoire, en fait, c'est plus pour en apprendre plus sur ce fameux grand Moff Adelard. On apprend un petit peu sa vie, sa jeunesse. Donc, en fait, là, directement après l'épisode 6, quand il apprend la destruction de la deuxième Death Star, il va communiquer à ses troupes du secteur d'Anoat. Donc ça, c'est important. Le secteur d'Anoat, c'est le secteur où il est un peu en charge. Et donc, il va, lui, rassurer ses troupes du secteur d'Anoat en affirmant que les infos concernant la mort de l'empereur de Vador, la destruction de la mort, tout ça, c'est la propagande rebelle, c'est que des mensonges. Donc, il va mentir à ses troupes pour garder le mensonge en vie, en fait, si tu veux. Il va même donc garder le secteur d'Anoat ignorant sur la véritable réalité de la situation intergalactique, donc c'est ce que je viens de dire. Il va développer son propre mensonge, quitte à s'auto-persuader même que l'Empire est toujours en place et que lui, coûte que coûte, il sera en charge de son secteur, il ne tombera jamais, quoi. Et en plus de ça, on a des flashbacks sur les origines du fameux Aldaran, là. Comment il a commencé au sein de l'Empire, donc il a commencé tout en bas en tant que Stormtrooper, et il a gravi les échelons petit à petit, jusqu'à même rencontrer Vador, à devenir commandant de flotte, jusqu'à devenir Grand Moff, comme on le voit dans ce arc-là. Et le numéro suivant donc, commence par une conversation mystérieuse entre l'amiral Sloane et un autre mystérieux personnage. Donc l'amiral Sloane, c'est pareil, c'est un petit caméo d'un personnage qu'on avait déjà vu dans les autres œuvres, genre Alphabet Squadron, il y avait quoi, Aftermath aussi, j'imagine. Donc, oui, qui est apparu dans les comics canon, en version plus jeune, en version lieutenant, mais effectivement dans la trilogie Riposte, donc dans Étoile perdue, etc., etc. Donc, personnage central à cette période-là, mais qu'on ne verra que là. Dans une page, ici. Voilà. Que dans une page, donc on voit elle et on voit également donc l'opération Cinder, comme on disait. Et en fait, le Sloane n'est pas très contente parce que tout l'Empire est censé suivre l'opération Cinder qu'a mis en place l'empereur au cas de sa mort, avec ses fameuses grandes statues rouges et l'hologramme de l'empereur au niveau de la tête. Et donc là, elle mentionne que Adelard ne suit pas vraiment les ordres de l'empereur via l'opération Cinder, donc elle est un peu désappointée. Bref, on retrouve Mon Mothma et Leia qui discutent de la situation dans le secteur d'Anoat. Et donc le secteur est maintenant isolé au sein de la galaxie à l'intérieur d'une espèce de... Ils appellent ça le Iron Blockade, donc un blocus de fer. Alors, c'est pas vraiment le même principe. Moi, je vois c'est un petit peu comme ce que font les Nihil en ce moment dans la phase 3. Donc, ils s'isolent un petit peu un secteur de la galaxie qu'ils gardent pour eux. Donc, les rebelles, Leia et Mon Mothma vont envoyer une team dans le secteur d'Anoat, composée de Kes Dameron, donc le futur papa de Poe Dameron, la fameuse Rin, qui est la rescapée, donc qui va retourner avec eux, la pilote qui est... Jareth Yeager,
qui lui est un personnage qu'on a vu plus vieux dans la série animée Star Wars Resistance. Je sais pas si tu te rappelles. Le fameux le vieux Black qui aide le héros de Résistance, justement. Et un personnage inédit qui s'appelle Teresa Allern. Voilà. Bon, bref, ces 4 personnes vont se rendre sur Alnoret. Entre-temps, sur Tatooine, donc on a la remplaçante de Jabba, qui n'est autre que le second Bib Fortuna, va accueillir Zeva Bliss. Donc, Zeva Bliss, encore une fois, c'est la leaduse des Spice Runners de Kijimi, donc les futures mamans de Zori Bliss qu'on voit dans l'épisode 9. Donc ça, c'est les fameux personnages de l'auteur, de Alex. Zeva va proposer à Bib de s'allier et d'aller aider Adelard donc, dans le secteur d'Anoat, mais Bib va refuser. Donc Zeva et sa team vont partir et vont plus tard rencontrer la team de Kess Damron, justement, près du secteur d'Anoat, dans l'espace. Entre-temps, on a Luke qui part sur la planète Pilio faire des recherches dans d'anciens temples Jedi, comme il a l'habitude de faire. Et là, il va récupérer le mystérieux compas, la boussole qu'on avait dans la fameuse campagne solo de Battlefront 2, tu le mentionnais juste avant. Là, il va se faire attaquer par les acolytes du Beyond, voilà, la fameuse secte, donc grosse baston. La team de rebelles, donc la team de Kess Damron, va s'échapper des Spice Runners en fonçant dans un vaisseau pour s'échapper. Gros bazar, grosse explosion. Adelard, lui, avec son Star Destroyer, va arriver sur les lieux. L'acolyte du Beyond, qui s'appelle Reyna, est à ses côtés. Donc Reyna, elle va essayer d'influencer Adelard en prétextant que le côté obscur pourrait être un sacré allié dans son combat. Mais Adelard, lui, il est très, très sceptique concernant la force, et lui, il ne croit pas vraiment à tout ce qui est mystique et tout ce mysticisme autour des Sith et des Jedi. Lui, c'est pas son truc. Très cartésien comme gars. Donc la team de rebelles a été retrouvée vivante et faite prisonnière par Adelard. Donc je rappelle un Kess, il y a qui il y a la personne Ginetti, Yager et compagnie, ouais. Rin et Yeager, voilà. Les 4 sont faits prisonniers. Sur Chandrila, donc Leia a vent de ça, donc elle envoie Luke, qui vient juste de rentrer de sa mission, pour aller aider ces rebelles et essayer de les sauver. Notamment le fait que Leia va être responsable, c'est elle qui les a envoyés sur place, et puis ils sont capturés, donc elle a un peu les boules. Elle essaie de réparer ses erreurs grâce à Luke. On apprend aussi, alors petite surprise ou pas, que la fameuse lieutenant Alaitia, que j'arrive toujours pas à prononcer son nom, est en fait une espionne rebelle infiltrée au sein de l'ISB. Elle va faire échapper les groupes de Kess, mais voilà, le commandeur Bragg, le gros commandeur là, va les neutraliser. Lui ainsi qu'un mystérieux personnage avec un sabre rouge qui ressemble un peu au sabre des Inquisiteurs d'ailleurs, donc peut-être un Inquisiteur, on ne sait pas trop. Il est nommé Inquisiteur à ce moment-là du bouquin. Et Luke va se pointer sur le vaisseau impérial, va s'infiltrer et va se confronter à ce fameux personnage. Entre-temps, donc Alitia, la rebelle infiltrée, je le rappelle, va aussi faire échapper. Alors Pretty, c'est un autre personnage inédit qui faisait partie du squadron, qui se fait massacrer au tout début, qui est une grosse pote à Rin, donc, voilà, qui était elle aussi rescapée, qui va se faire libérer donc par Alitia. Baston au sabre laser, Luke versus l'Inquisiteur. Pretty va se pointer, va aussi aider Luke vite fait à neutraliser notamment Bragg, la grosse brute. Des Stormtroopers vont se pointer aussi, grosse baston. Là, le dernier numéro, c'est vraiment beaucoup de baston. La révélation est un peu naze, je dois dire, sur qui est ce fameux pseudo-inquisiteur. En fait, c'est simplement l'acolyte Reyna, qui était juste encapuchonné, donc pas de surprise du tout. Leia va contacter aussi Lando pour lui demander de l'aide pour aller sauver Luke, Kess et les rebelles sur Anoat. Il va s'y pointer avec toute une flotte là, qui va attaquer le Star Destroyer d'Aldard. Luke avec son fameux vaisseau qui ça fait longtemps qu'il a été recanonisé, mais le Lady Luck. Le Lady Luck, ouais, c'est ça. Lady Luck, oui, Lady Luck. Lady Luck, ça aurait été rigolo. Lady Luck, qui a une forme de canard, fait que c'est peut-être pour ça que je l'appelle Lady Duck. Pour ça. Mais qui a été recanonisé plusieurs fois, là, mais c'était une création des légendes. Qui a plus l'air, en fait, d'une espèce de yacht. Oui, mais c'est ça. Casino, ou en tout cas, il fait vraiment pas vaisseau Star Wars. Ouais. Je te montrerai, j'ai sectionné là. Mais c'est un classique, là. C'est pas cette fois-ci qu'ils l'ont dessiné. Là. C'est quelque chose qu'on a déjà vu souvent dans d'autres œuvres. D'accord, moi je pensais que dans le canon, c'était sa première apparition, mais peut-être qu'effectivement. Il me semble que non. Il me semble qu'on l'a déjà vu dans des. C'était peut-être des comics jeunesse, par contre. Ah, peut-être, oui, t'as raison. Ben voilà, bon, on va finir le tome tranquillement. Donc Luke va se confronter à Adelard en 1 contre 1. Il va prendre le dessus, évidemment, parce que Luke est super badass à ce moment-là. Malheureusement, il va perdre son sabre viteuf, donc il va quand même réussir à le récupérer. Il va neutraliser Adelard, qui va tomber dans un trou version Star Wars style, hein, comme on a l'habitude de voir. Tout le groupe va arriver à s'échapper du vaisseau.
Mais voilà, Adelard, comme beaucoup de méchants de Star Wars qui est tombé dans un trou, il a survécu malgré tout. Et il promet de revenir plus fort, cette fois en réfléchissant un peu, en acceptant de possiblement utiliser la Force et le Dark Side, proposé par Reyna, qui est rejeté. Donc cliffhanger sur le fait qu'il est toujours là, et il sera là pour la suite. Mais comme tu disais, Bataille de Jakku, il y a 0 mention, même du mot Jakku dans le comics. Alors, exactement. Puis on pourrait se dire, OK, c'est parce que c'est plus tard. Mais en fait, tout ça est déjà en préparation là, dans d'autres œuvres qui se passent à la même période. On a la mention de Jakku, donc qui prépare ça d'avance là, du côté de l'Empire. Bon. Ensuite, à quel point c'est la faute d'Alex Segura ou de Marvel qui s'est dit on va mettre un nom là, marketing pour vendre. Bon, je sais pas. Par contre, on va revenir sur le scénario. Sur le scénario, il y a quand même quelques points que j'ai notés positifs sur le scénario de Segura. Donc, tout n'est pas joué. Oui, moi, écoute, j'ai l'impression qu'il a peut-être voulu piger dans trop de choses différentes. Par exemple, les acolytes du Beyond. La fameuse, c'est ça, là, acolyte du Beyond, là, de l'au-delà. Je pense que c'était ça en français. Mais tu l'enlèves de l'histoire, ça ne change rien. Là. Elle apporte absolument rien à l'histoire. Oui, voilà. Un antagoniste à Luke, parce qu'il fallait un sabre laser contre Luke. Ouais. En tout cas. Même chose, l'espèce de Robocop, je veux dire, le fait qu'il soit en grosse armure, comme tu dis, là, de wannabe Darth Vader, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Je dis Robocop là, parce que ceux qui nous écoutent à l'écran verront son style, là, mais c'est ça. Même son casque fait très Darth Vader quand même. Là. Oui, complètement. C'est un spoof de Dark Vador. C'est dommage, ça, tu vois. Ça, c'est trop obvious. C'est trop obvious. C'est un personnage que tu n'as jamais vu, qui, alors, il a techniquement pas été créé pour ce comics-là. Il était dans un jeu vidéo qui s'appelle Star Wars Uprising, mais c'est un jeu vidéo mobile que personne n'a joué, qui est fermé. Ouais, je me souviens. Donc, je te parlais de ça en partie, genre Easter egg, mais on l'a plus revu depuis et je trouve ça un peu cheapos comme design. Ouais, je suis assez d'accord. Disons que ça fait, c'est ça. Ça fait très jeu pour enfants. Sinon, écoute, moi, c'est ça, les passeurs d'épices, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans l'histoire ici. Qu'est-ce qu'ils apportent, en fait, là. Sauf, c'est ça qu'Alex Segura voulait ramener ses personnages. Mais au-delà de ça, j'ai pas compris. Sinon, j'étais content de voir Yeager, un personnage que j'avais bien aimé. Je crois qu'on l'avait déjà eu, c'était dans quoi? On l'avait déjà eu dans une autre histoire aussi. Là. Je suis pas sûr. J'ai regardé un petit peu. Et apparemment, depuis Résistance, non, justement, je trouve qu'il n'a pas été assez utilisé, alors que c'est peut-être un des meilleurs personnages de la série. Quoi. OK. Puis Cass Dameron, lui, on l'a eu déjà beaucoup, à la fois dans les comics, aussi dans les romans. Il y avait une place importante aussi dans le roman Chute libre. Moi, ça faisait partie des bons côtés de. Donc, pour Dameron et sa famille, là, et ses parents, son enfance, si on peut dire, sur Yavin, là, ça faisait partie des bons côtés du roman. Fait que, bref, c'est ça, côté scénario, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que Segura est allé piger dans les choses que j'aime le moins. Ouais, c'est dommage. Et de l'autre côté, tout ce qu'il a créé, je peux pas dire, même le fameux Impérial, je sais pas, je serais plus allé avec des personnages. Par certains côtés, il est intéressant. Mais il me semble que je serais plus allé avec des personnages qu'on a déjà entrevus dans un film, ou je sais pas, là, un nom quelconque. Par exemple, dans la trilogie Riposte, il y en avait beaucoup des impériaux là, réunis dans des conférences politiques puis tout ça. Je sais pas. Sinon, l'espionne que tu as mentionnée, on n'a aucune image, elle apparaît sur aucune couverture, mais elle, j'ai trouvé intéressant. L'espionne rebelle dans le BSI. Voilà la blonde, là, habillée en blanc. Elle, j'ai trouvé son arc, on va dire, là, intéressant tout au long de cette série-là, pas juste dans le premier album. Mais voilà, une espionne rebelle dans le BSI, dans une, comment on les appelait, les remnantes, là, les restants de l'Empire, là, qui refusent de mourir, puis qui nient les événements de la bataille d'Andorre à leurs troupes. Fait que... c'est ça, écoute. Sinon, le système Anoat, évidemment, autre référence, là, je pense que c'était dans l'Empire contre-attaque là, que c'était mentionné. Là, Leia qui disait dans le système Anoat, il n'y a pas grand-chose. Fait que voilà, rien tout cassé, alors qu'il me semble que le potentiel était énorme. Donc, mais encore là, j'ai l'impression qu'un des gros défauts va être l'aspect marketing.
dans le sens que ça n'aurait pas été tagué Bataille de Jakku. Ça aurait été une mini-série, comment dire, pas là, mis comme la principale, alors que là, c'était, comme tu dis, la série Star Wars est terminée, on sait qu'elle va redémarrer après le Retour du Jedi. Là, les attentes étaient grosses. Là. Je me souviens de messages là, sur dans différentes conversations. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. On pouvait que être déçu par le résultat, alors que si ça avait été marketé comme une autre mini-série à part, qu'on suit, c'est ça, des nouveaux personnages et l'équipe des passeurs d'épices ou des choses, c'est ça, là, ça aurait beaucoup mieux passé, à mon avis, que là, c'est ça. Là, Marvel nous a vendu ça comme si c'était la chose à ne pas manquer. Oui, un petit peu un événement. Je suis désolé, mais quelqu'un qui ne lit pas cette série-là manque rien pour la suite. Là, Ouais. Alors, peut-être on verra peut-être en conclusion. La suite en comics, deux arcs suivants, parce que les 2 arcs suivants sont quand même peut-être un peu plus riches en contenu, on va dire. Parce que, admettons, là, c'est quelque chose qui m'arrive encore de temps à autre, là, quand les gens savent nos passions. Ils me demandent, OK, j'aimerais ça lire du Star Wars, je commence par quoi? Ou, telle période, j'aimerais ça voir, je commence par quoi? Mais qui va référer cette mini-série-là en premier? Je veux dire, ne serait-ce que ça, là, les ruines de l'Empire, ça, c'était une bonne transition sur le après-Retour du Jedi. Et ça, c'était par Greg Rucka en 2015. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que là, c'est plate, là. Mais pour tout ce qui a été écrit, même le premier roman Riposte, moi, je ne fais pas partie de ceux qui l'avaient détesté, au moins en termes d'histoire. Par contre, la manière, la structure était chiante. Mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que là, cette série-là d'Alex Segura, c'est plate, mais pour moi, ça va être le pire contenu de transition là, de post-Retour du Jedi. Dans tout ce qui existe. C'est quand même décevant. Ouais, c'est vrai. Je ne pourrais pas te contredire trop sur ça. Je t'avoue que le dessin jouera plus que sur scénario. Sur scénario, encore une fois, si tu me le permets, alors c'est vrai qu'hormis moi, le design de Bray, qui est clairement vraiment tout pété, pareil, à la fin, il y a quelques incohérences un petit peu au niveau du scénario. La fameuse 4e roue du carrosse, on va dire, qui se fait embarquer dans l'histoire, qui est un peu un personnage inédit, j'oublie son nom déjà. Elle se fait trancher le ventre par un sabre laser. Et au final, la case d'après, elle galope dans les couloirs, je comprends pas. Moi, je pensais vraiment même qu'elle allait y passer. C'est un personnage inédit, tu l'as fait buter et on aurait apporté un petit peu de pathos. Encore une fois, là, ce sont 4 rebelles qui sont capturés, même 5 avec la nouvelle qui arrive à la fin, la Tweety. Et donc, qui sont capturés, il n'y en a pas un qui y passe, et ils s'échappent de là comme. Bon, tu me diras, c'est du Star Wars, c'est comme ça, il s'infiltre, il s'échappe, et puis il n'y a pas assez de kill count, voilà, j'aimerais bien un peu de kill count, et ça, c'était parfait pour la buter, cette nana, ça rapportait un petit truc, non, elle est bien, voilà, en plus, ça sert quasiment à rien dans l'histoire, et niveau temporalité, alors je sais pas trop combien de temps se passe entre chaque numéro, mais j'ai trouvé que Leia et Mon Mothma apprenaient vachement rapidement que la team de Caisse Dameron avait été capturée. Bon, là, j'y pense, mais t'as l'espionne, Alaitial, qui est... c'est sûrement elle. Bon, je dis connerie. Mais après, c'est pareil, il y a Luke, elle reconnaît Reyna, c'est sous sa capuche, et il sait qu'elle est acolyte du bilan, il sait qu'elle est conseillère et qu'elle est la lame, entre guillemets, d'Adelard. Et là, voilà, pareil, j'ai trouvé tu me diras, c'est peut-être l'espionne aussi qui l'a encore transmis. Oui, en fait, l'espionne, c'est la Deus Ex Machina, quoi. En fait, c'est grâce à elle que passent toutes les informations. Je me dis, putain, elle arrive à passer toutes les informations, il n'y a pas un seul impérial qui va noter qu'il y a un souci ou quoi. Bref, je trouve ça un peu en même temps, ce serait son job à elle de trouver ça. C'est elle, l'agente du BSI. Ouais. Oui, techniquement. Oui. Bon, ok, ça passe. Ça passe. Donc, voilà. Bon, ça, c'est un peu les points qui m'ont chiffonné, mais finalement pas trop. Ça s'explique. Après, il y a plein de détails. Alors, ces points de détail, c'est pas sur le scénario dans son global, mais il y a plein de petits points de détail, moi, qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, l'intro du tome, moi, j'ai beaucoup aimé le fait de voir qu'en fait, au lendemain de la bataille d'Andorre, et malgré tout, la guerre continue dans des endroits qui ne sont pas au courant. Donc ça, j'ai bien aimé voir un petit peu les rebelles se faire massacrer. C'est un peu je ne sais plus quel film c'était, ça, où tu as les Juifs qui sont fait buter par les nazis à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais genre, ou non, peut-être lors de la Première Guerre mondiale. Non, c'est ça. C'est le film qui est sur Netflix sur la Première Guerre mondiale. J'ai oublié le nom. À l'Ouest, rien de nouveau. Exactement. Où il se fait buter, le héros. Spoiler sur ce film. Après la fin de la guerre. Après la fin de la guerre, parce que voilà, bref, c'est super intéressant. Là, je trouve ça intéressant qu'ils abordent ce problème-là, entre guillemets. J'ai aussi beaucoup aimé le court passage au tout début du numéro 1,
sur Endor, pardon, où Leia va parler au cadavre de son père. Alors ça rappelle, je sais plus, c'est Bloodline ou Princess and a Scoundrel. Je crois que c'est Princess and a Scoundrel, si je dis pas de bêtises, parce que c'est Bloodline, c'est plus tard. Mais où justement, elle va devant le bûcher de son père, et elle va discuter avec l'esprit de son père et tout. On apprend que Leia, elle pardonne pas du tout à Anakin, contrairement à ce que Luke a fait et va faire, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. On voit le fameux casque de Vador, qui est la couverture d'une des variantes, d'ailleurs. Bon, on le verra ultra mal dessiné, mais ok, mais le concept est là, c'est le fameux casque que récupérera Kylo Ren dans le futur, donc ça c'est plutôt cool. J'aime beaucoup la petite engueulade entre Luke et Leia, pareil en début de tome 1, de numéro 1, comme quoi les deux ont des manières bien différentes de faire leur deuil. Tu vois, j'aime beaucoup ce que Leia notamment dit à Luke. Elle est très sur ses émotions, tu vois. Elle va pas pardonner à quelqu'un qui a massacré des dizaines, des milliers de gens pendant le temps de la Grande Guerre. La guerre civile, je veux dire. Alors que lui, Luke pardonne peut-être trop facilement, parce que lui, il n'a pas vécu toutes les horreurs que Leia a vécues, donc ça, je trouve ça plutôt sympa. La petite mention que j'ai envie de t'entraîner en tant que Jedi, donc ça c'est un foreshadow pour l'épisode 9, c'était quand même sympa. Le Rising, donc l'épisode Rising qui est à la fin numéro 1, je trouve ça plutôt sympa scénaristiquement, sur comment il est devenu Grand Moff, tu vois. Pareil. Donc ça, c'était plutôt intéressant. C'est ça, c'est effectivement, c'est là que je voyais quand même un certain potentiel au début. Mais bon, c'est ça. C'est ce qui a été fait après. Voilà, après tout ce qui est caméo, donc l'opération Cinder, Ray Sloan, Ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Jarek Yeager, alors je sais que je suis un des seuls à aimer vraiment Résistance, mais encore une fois, j'aime beaucoup la série. Pas le héros, je déteste le héros principal, mais comme tout le monde, mais le reste, tout ce qui est autour de la série. Donc très très cool de revoir Jarek Yeager. Moi, j'avais pas détesté. Puis Yeager, effectivement, est un personnage intéressant. On savait que ça avait été un très bon pilote rebelle. Voilà, donc c'est encore un bon point. On parlait romance, j'aime beaucoup la relation qui se crée entre donc Green, la fameuse personnage pilote inédite, et Luke. On voit qu'il y a une relation donc amicale, mais une petite romance. Moi, j'espère une romance de mon côté. Voilà, surtout que c'est. Par contre, je comprends pas que, voilà, au moment de la mission, pourquoi ils n'ont pas directement embarqué Luke avec eux. Alors, ok, il avait des trucs à faire, mais tu vas dans une mission un peu suicide au sein de l'Empire, au sein d'un territoire gouverné par l'Empire. T'amènes un Jedi avec toi, quoi. T'as la chance d'avoir un Jedi avec toi. Bref, c'est un peu facile, mais voilà, c'est un peu le prétexte pour qu'après ils viennent les sauver. Mais j'aime beaucoup la relation. J'espère vraiment que ça arrivera à quelque chose. Bon, on sait que Luke va se retrouver seul sur une île bien plus tard, mais bon, voilà, une petite romance Rin-Luke, je dirais pas non. Voilà, après tous les personnages, tu l'as dit, hein, tous les personnages de Freefall, c'est vraiment un caméo, parce que c'est ses personnages à lui, à Alex, donc Zeva Bliss. Moi, je suis content de l'avoir, parce que Zori Bliss, c'est un des rares persos / design que j'aime beaucoup dans l'épisode 9. Donc, ça me fait toujours plaisir de l'avoir. Il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a aussi deux de ces hommes de main qu'on voit chez Bib Fortuna, qui sont aussi des personnages de Freefall. Et il y a aussi la Twilight bleue qu'on voit là, qui se fait maltraiter par Zara Bliss, justement. Pas Zara Bliss, Zeva Bliss. Zara, c'est sa mère, et la mère est mentionnée, la mère de Zeva, qui était aussi dans le roman Freefall. Donc là, c'est vraiment tout le gros caméo roman Freefall, quoi. Et aussi le One Shot Rebellion, qui a été écrit par Alex Loura aussi. Il reprend aussi des personnages de ce One Shot là. Ouais, il y avait un Tommaso dans le groupe, il me semble. Voilà, exactement. Tommaso, c'était lui qui avertissait justement sur un attentat contre Mon Mothma dans le One Shot, et donc là, il est de retour. Et donc les références à Battlefront 2, tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, en gros, ça fait quelques points qui m'ont fait dire que c'est pas. Tu vois, c'est bien attaché. Voilà, non, mais c'est très bien attaché au reste. Ouais. C'est juste que bon, ce à quoi c'est attaché, c'est pas nécessairement. La quête de Luke pour avoir sa boussole dans le jeu vidéo. Bon, c'est pas ça qui est au cœur, on va dire, de notre passion pour Star Wars. Non. Ouais. On sait que. Des petites choses. Si, écoute, le temps file, si on abordait le côté graphique, on en a déjà parlé. Ouais. Écoute, moi, je dirais que vraiment, l'odieux revient à Leonard Kirk. On est d'accord. Sinon, Jetro Morales et Luke Ross, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, exactement. Voilà. Le coupable donc de cette mocheté, c'est Leonard Kirk. Alors non seulement il n'a pas un nom adapté à Star Wars. Hein, à cause de la référence à Star Trek. Voilà, moi je lui dis, il a fait exprès, c'est un fan de Star Trek qui a massacré Star Wars exprès. Non, c'est pour la blague. Il est sur les 3 premiers numéros, donc tu l'as dit en duo avec Jetro Morales, mais on reconnaît son style à Leonard Kirk, hein, vraiment. Et c'est quand on passe d'une page à l'autre, on tombe du style de Leonard Kirk
à celui de Jetro Morales et ça ne fit pas du tout, Ouais. mais Ah, pas complètement. du tout. C'est deux styles complètement opposés. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt. Ouais. À la limite, à la fin, c'est Jetro Morales et Luke Ross ensemble. Là, donc, je trouve que ça Ah va oui, oui, déjà oui. beaucoup Ah, mais mieux. tu vois là, tu vois clairement la différence. Enfin, là, tu vois, c'est donc le fameux Adélard là, qui est dessiné par, bah, c'est le dernier numéro ça, donc non, c'est le premier, Mhm. pardon, c'est le premier numéro, donc ça, c'est du Jetro Morales, en duo, mais donc là, c'est sa page à lui, on va dire. Et là, je vais te Mhm. montrer un petit peu ce qu'il fait. Alors, tu mentionnais le fameux Georges Gentil. C'est triste à dire, mais on se Ouais. rapproche du style Georges Gentil, quoi. Oh, ouais. Ouais, sur les visages surtout. Là. Ouais, ouais, bah, la fameuse technique, bon, ils sont loin, donc je vais pas mettre de visage. Ouais. C'est j'ai trouvé marrant. Les premières scènes où tu vois, ah bah, voilà, elle est là, si vous avez la vidéo, c'est le tout début du tome, donc par Ah le oui, fameux Turc. les visages, c'est atroce. Là. À la fois Leia, Luke et Ah Anne, là, ouais, c'est ouais, ouais. atroce. Tu as vu, Ah. c'est affreux, quoi. C'est affreux, c'est ultra moche, Ouais. non, c'est, Effectivement, ça rappelle Georges Andy. Sinon, au niveau ouais. des vaisseaux, c'est quand même bien. Là. La fameuse bataille de Bay-Wing au début, tout ça, là. C'est Euh, vrai. c'est ce qui rattrape le coup un peu. Là. Ben en fait, tu commences le tome, c'est pas trop mal, mais plus tard, après, tu fais des transitions où tu vois le Super Star Destroyer dessiné par Jetro Morales, et tu passes Mhm. au Super Star Destroyer dessiné par Leonard Kirk, et là, tu vois la différence au niveau des détails et tout, c'est vraiment. Ouais. Oui, c'est pas dégueu, on n'est pas au niveau Mais catastrophique le pire là-dedans, c'est du que tu vois, Leonard Kirk, c'est pas sa première participation. J'ai l'impression qu'on l'avait beaucoup, entre autres, au début du canon. Oui, complètement. J'ai pas souvenir que c'était Bah, si c'était si atroce moche. que ça. Non, il était dans le fameux Han Solo Cadet Impérial, donc la jeunesse de Han Solo version Oui. Ouais. l'autre acteur. Et Mhm. c'est pas si moche que ça, hein. Pareil, l'adaptation du film Solo, c'était pas si moche. Mhm. Il a fait un petit peu Dark Vador et tout, il a fait quelques covers aussi. Ouais. Franchement, Non, 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 je sais pas, c'est peut-être aussi pourquoi il y était plusieurs dessinateurs, parce il a manqué de temps, ou ah aucune idée. peut-être, ouais. Là, tu sais, bon, Ouais, ouais, les ouais, choses ont peut-être sûrement. été rushées. Là, bon. Ouais. Après, il y a pas mal de compositions parce qu'ils alternent. C'est vraiment ils alternent le numéro. Oui, Il y a des compositions relativement intéressantes. Là, tu vois, par exemple, là, c'est toujours lui, hein, c'est toujours Kirk, on reconnaît encore son style, mais ouais, ça, j'ai trouvé intéressante. ça original. Ouais. Ouais, voilà, où tu es dans la tête du personnage et il te raconte ce qui s'est passé. Donc ça, c'était plutôt pas mal dans la compo, mais encore une fois, on ne voit pas très bien quand c'est mais Donc, quand c'est tu vois ça, les pour ceux qui nous détails, écoutent à l'audio, c'est ça, on a comme le visage du personnage d'un côté et en cause après là, des voilà. événements, dans le fond, là, qui lui passent en tête. Là. Ouais, ouais. Et du coup, le numéro 4, donc par Luc Ross et ce même Morales, il est magnifique, quoi. Et tu te dis, un tome avec que ces 2 là, putain, ça aurait été, là, le comics ça aurait Déjà pris beaucoup 5 tomes mieux. direct. Exact. Ouais. Ouais. Je sais C'est pas non, si, non, si tu veux montrer à l'écran là, quelques exemples là, du dernier numéro. ouais, ouais, complètement. Alors attends, faut que je alterne entre les 2. Tac, 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 tac. Mais parce que le cross, on l'a déjà dit, là, c'est déjà arrivé qu'il l'échappe aussi. Là. Je crois que c'était dans Ah, Luc Ross, oui, le fameux, l'adaptation du Réveil de la Force à l'époque. ouais, voilà. Mais non, sinon, c'est ça, on n'est pas du tout dans le même style. On voit le fameux vaisseau à l'écran là, que je parlais tout à l'heure de Lando, donc Le le Lady Lady Luck, Luck. Ouais. on va l'appeler comme ça. Ah non, mais avoue Ouais. qu'il y a une forme de canard, là, tu sais. Effectivement, maintenant que tu l'as dit, je crois que on va l'appeler comme ça. Je crois qu'on va Ah, pouvoir l'appeler. Ouais. Avec la fameuse acolyte du Beyond, donc voilà, la fameuse acolyte. ouais. Donc pareil, la reveal complètement qui tombe à plat, hein. Tu dis: «Oh là là, il y a encore un Sith, il y a encore un inquisiteur». Tu te dis: «Ah mais non, mais c'est celle qu'on a vue depuis le début, en fait, qui est toujours là». Un peu Ouais, décevant. ouais, mais il reste qu'on peut aussi mentionner le nombre de personnages, quand même, là, qu'on va suivre là, en si peu de numéros. Là, Ouais, déjà, les personnages qu'on connaît, évidemment, Luke, Han, Leia, Mon Mothma, ouais, ouais. euh, puis, bon, ceux qu'on connaissait comme Cass Dameron, ou, Ouais. bon. Mais là, en plus, tous les nouveaux personnages, ça fait quand même beaucoup, là, Ça alors fait qu'on beaucoup, met ouais. très peu de temps à les apprivoiser. Là, donc, Complètement. Si vous êtes perdu pendant le résumé spoiler, c'est normal, il y a trop de persos inédits. Et encore une fois, ils toute sont pas tous l'équipe de passionnants. passeurs d'épices, toute l'équipe Ouais. impériale, bon, C'est c'est ça, ça. c'est ça. C'est juste trop. Là, on voit juste une image donc du fameux numéro 4, donc par Ross et Morales, et franchement, je sais pas, les batailles spatiales sont super stylées. Il y a pas assez de splash page, pas on va dire, mais C'est vrai? le peu qu'ils ont, franchement, c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir mis les 2 dès le départ, sur ce numéro. Bref. Ouais, tout à fait. Fait qu'écoute, si je te demandais, Jean, de donner une note à ce premier volume de la série de 3 albums de la bataille de Jakku. Beh, écoute, comme je l'ai dit, un poil déçu, je trouve pas que ça soit une grosse merde non plus, hein, ce tome de comics, faut pas déconner. Les dessins, on l'a dit.
ça se rapproche méchamment de gentil, c'est ça qui fait mal au cul, quand même, quoi. Ouais. Tu te dis: «Mais les gars», mais voilà, moi, j'ai trouvé un fort intérêt quand même, grâce à cette temporalité entre 6 et 7 qui m'empêche de mettre plus bas. Les références, c'est vrai que j'avais encore plein de références, j'ai pas parlé de tout, mais bref, je vais peut-être en parler après si tu me laisses 2 minutes. Mais aux jeux vidéo, aux comics, ou même aux romans qu'on adore, moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'irai avec un petit 13/20, quoi. Heu, ouais. Ah oui, il y a ça aussi que j'ai noté. Contrairement à pas mal de fans, je sais que Loïc est très pointilleux sur, les contradictions entre œuvres. Je sais qu'on a pas mal eu de questions sur: est-ce que ça c'est cohérent avec ce que Aftermath a fait? Alors techniquement, comme on les a pas relus, pour aller dans les détails, je sais pas trop. Si tu veux, j'ai juste trouvé une seule Ben, incohérence, ah oui? contradiction, on va dire, entre, voilà, et ça concerne le rang de l'amiral Sloane, en fait. Donc il fait qu'un caméo dans ce tome-là. Donc personnellement, ça me dérange pas plus que ça, même si c'est une erreur, ça passe. On le verra dans les suites, dans les 2 autres arcs. Il y a des erreurs plus importantes quand même. Là, c'est vraiment une erreur de grade. Je crois que c'était pas à cette époque-là, elle est pas encore grand amiral Sloane. Elle deviendra par la suite, ou inversement, je sais plus. Mais Ah, ouais, mais ça il y a fait un pas de petit bug. débat au début aussi, là. Et comme justement, là, à un moment, là, j'ai pas de mémoire, là, mais il me semble que son grade est contesté par certains là, pendant une période. Je sais pas. Ben ouais, en fait, voilà, techniquement, le grade de Grand Moff est là après Aftermath, les événements du premier roman. Parce que de ce tome-là de comics, pardon, se passe avant le premier roman, donc techniquement, là, elle serait OK. juste amiral, et elle aurait. Et en fait, le grade de grande amiral, elle a pas reçu officiellement, on va dire, quoi. Elle se l'a approprié aussi, donc c'est un peu nébuleux. Donc Ouais. voilà, c'est juste une histoire de ça. Voilà, quand on est dans du détail comme ça, Voilà. Donc ça ça m'a pas m'empêchera dérangé. pas de dormir. Ouais. Voilà, c'est pas le plus, Un c'est pas 13 le plus sur 20 de grave. ton côté. Ouais. Écoute, moi de mon côté, c'est ça. C'est vraiment Luke Ross puis Jetro Morales rattrape le coup un peu à la fin, mais le bordel de dessinateur me pousse à donner une mauvaise note. Le Mhm. bordel de structure, comme tu dis dans le premier numéro, pourquoi avoir fait un mini one-shot à la fin où c'était pas nécessaire de faire 2 histoires avec 2 dessinateurs puis 2 coloristes différents? Je veux dire, il Ouais. suffisait de mettre un flashback ou de mettre ça au début. En tout cas, Mhm. bref. Puis côté histoire, c'est ça. Pour moi, c'est gros bordel. Et côté marketing, mal marketé, comme j'ai expliqué, pour moi, ce n'est pas une série Bataille de Jakku. Je suis désolé. C'est même pas la préparation de la bataille de Jakku. Ouais, ouais. Ça n'a aucun début de commencement de lien avec la bataille de Jakku. Euh, donc, voilà, moi, je vais y donner dans les très mauvaises notes, malheureusement, là, pour une participation de Luke Ross, mais je vais y donner un 8 sur 20 Mhm. à 40%, pas Ouais. plus. C'est vraiment, moi, j'ai été très déçu. Et le pire, je me souviens très bien que je ne l'avais pas encore lu quand c'est sorti, mais toi et Loïc, si je me souviens bien, m'avaient, comment dire, pas spoilé, mais m'avaient fait comprendre que au niveau graphique, c'était catastrophique. Ah là là là. C'est plus haut que Alors, noir, hein. mon Vraiment. attente était déjà descendue, tu comprends, parce que je savais déjà que ce que j'allais lire, ça allait être pas beau. Mhm. Euh, mais bon, voilà. Fait Eh qu'on ben, on verra pour la suite. Comme on dit, ça se termine avec Luke Ross et Jetro Morales. Donc, on verra au deuxième album. Tu sais, il pourrait redresser la mhm. barre. Même chose au niveau scénario. Donc, voilà. Et je voulais, si tu me permets, là, juste 2-3 Oui, minutes, je sais qu'on a dépassé le temps, mais mentionner, parce qu'on l'a juste mentionné auparavant, le fameux jeu Star Wars Uprising, que oui. j'ai découvert en préparant cette émission-là, parce qu'en fait, c'est un jeu mobile qui est sorti en 2015, mais qui a été annulé, enfin fermé en 2016. En fait, c'est un peu con, hein, parce que bah, juste un an pour un tout petit Ouais, jeu ben, comme c'est dans ça. la mode des jeux mobiles, là. Ouais. Ouais, mais voilà, mais le problème, c'est qu'il développait énormément le lore post-épisode 6, justement. Il faisait des liens à Aftermath, Alphabet Squadron, on va aussi faire des liens avec ça. On l'a dit, le personnage du grand Moff Adélard apparaissait dans ce jeu-là, comme Bragg d'ailleurs apparaissait dans ce jeu-là. Euh, et d'ailleurs, info intéressante aussi, Alexander Freed, donc l'auteur de la trilogie Alphabet, a été scénariste de ce jeu vidéo-là. Et c'est dommage parce qu'on le voit là sur l'affiche, là je l'ai affiché, donc le poster du jeu, avec donc le Bragg en fond, là, le Ouais. fameux Alderaan sur le côté, donc le personnage inédit qu'on jouait dans le jeu. Et c'est dommage, tu vois, que trop d'importance ont été, trop de ressources ont été focus sur ce jeu vidéo que personne ne connaît, alors que tu nous aurais sorti, je sais pas, un jeu, tu sais, un petit jeu à la Hunters sur Switch, tu vois, qui nous raconte un petit peu cette histoire-là. Moi j'aurais bien aimé, tu Ouais. vois. C'est dommage. Ben, tu vois, exactement. Moi-même, je suis quand même relativement informé sur Star Wars et j'avais complètement oublié.
ce jeu-là. Donc, tu vois, pour moi, c'était un nouveau personnage complètement à Delarte. Puis son espèce de Robocop, là. Fait que tu vois, ben, au moins, tant mieux si là aussi, il est allé chercher des choses qui existaient, là. Oui, bah, c'est le plus gros point fort de ce tome-là, Ouais. je trouve. Tu vois, Et, l'Iron Blockade, pareil, c'est un truc qui a ouais. été déjà nommé dans les autres œuvres. L'opération Cinderstone, enfin, on l'a déjà dit. Même Reina Obscurate, c'est les acolytes du Beyond. Je trouve ça intéressant qu'ils ramènent ça parce que, bah, en fait, ils utilisent déjà ce qui a été créé auparavant, donc ça, c'était pas trop mal. Mhm. Mais bon. Sinon, on peut peut-être on est passé par-dessus les couvertures. Bon, les Ah oui, c'est couvertures vrai. originelles de Phil Noto, bon, personnellement, j'aime beaucoup. Oui. On a les personnages de ce qui. On n'a pas de fausse non plus représentation, tu sais, comme des fois, là, quelque chose qui n'a même pas du tout dans l'histoire. Là. Bon, là, C'est c'est vrai. vraiment ce qu'on va avoir dans l'histoire. Mhm. Il y a peut-être juste le design, tu vois, sur les deux dernières, les designs de la colite du Beyond, là, Ouais, que alors ça, je c'est veux dire, bizarre parce que, ouais, ouais, alors parce que il y a pas j'ai fait des beaucoup de recherches. couleurs. Ouais, c'est ça. Son design change, donc je ne sais pas pourquoi. Exactement. Parce qu'en fait, Ça sent l'erreur au début, elle était censée être comme ça, puis finalement, ils l'ont changé, mais bon. ouais, mais non, mais parce que justement, dans le tome, c'est mentionné comme elle est une Azati, pardon, Anzati. La race, elle est difficile à prononcer. Et les Anzati, donc c'est une race du Legend qui a été recanon ici, donc c'est très cool. Et dans le canon, comme sur ces couvertures-là, ben, ils ont deux espèces de tentacules sur les joues qu'elle Mhm. n'a pas dans le tome à l'intérieur. Donc ça, c'est une C'est ça. c'est une grosse erreur, quoi. Alors, c'est dommage. Ouais, après ça, qui est responsable ou quoi, là, on le saura sans Ouais. aucun doute jamais. Sinon, tu nous avais préparé quelques variantes? Oui, après voilà, vite fait, donc les fameuses variantes. Donc, pas eu beaucoup, hein, c'est 1 à 2 variantes par numéro. Le Mhm. fameux casque de Vador complètement, fondu que récupéra Kylo. Pareil, la variante numéro 1 avec la fameuse, pilote qui échappe au massacre au tout début. Le fameux, donc ça tu l'as assez montré. Ah là là, c'est dommage. Dans une autre temporalité, peut-être le design aurait été plus sympa, mais là ça fait trop Dark Vador. Mhm. Luke Skywalker en mode je vais tout défoncer. C'est vrai qu'il défonce énormément de Stormtroopers, il en massacre par dizaines hein, dans ce tome-là. Ça fait plaisir de voir un peu un Luke overpowerful. Et Mhm. la dernière avec ton personnage préféré, donc la fameuse maman Ben, de Zoé. magnifique. Je réitère ce que tu as dit tantôt, design et Ouais, ici, dans le cas je ne sais plus là, qui a dessiné celle-là, mais c'est vraiment magnifique. Donc, ouais, ouais, ouais. si on pouvait l'avoir plus souvent, en plus sur des régulières, ça serait très, très, très bien. Voilà, voilà. Donc, ouais, donc Donc voilà, voilà. on a fait le tour pour ce premier album en 3 de la bataille de Jakku. Jean, qu'est-ce qu'on a au programme qui s'en vient là, pour les auditeurs? Alors, ben, niveau littérature, là, on parlait du Star Wars tome 9, donc le dernier tome, la finale de la série qui devrait sortir incessamment sous peu chez Panini. J'ai vu aussi dans le programme qu'il y avait un autre tome de l'autre République, une mini-série qui s'appelle, c'est quoi? Echoes of Fear, un truc comme ça? Oui, Ouais, exact. qui Donc, les sortirait deux aussi. prochains, c'est ça, qui sortent la même journée. Là. Normalement, c'est le 25 juin prochain. Donc, OK. le Star Wars numéro 9, là, la finale, et les Échos de la peur. Les Échos de la Echoes of peur, voilà. Fear, ouais, ça fait partie des multiples mini-séries Mmh. chez Dark Horse là, Ouais. dans la phase 3 de la Haute République. C'est ça et niveau roman, ben, là, on prépare l'émission sur non, Into the Light, pardon, Ouais. le premier tome, young adulte là de la vague 3 de la phase 3 de la Haute République, donc on se rapproche de la fin de la Haute République, donc voilà, hâte de vous parler de ça. Exact. Fait que voilà, c'est sur ces critiques un peu décevantes quand même, mais il faut quand même les faire. Qu'on va conclure l'édition de Star Wars en direct. Littérature, comme toujours, on vous demande des pouces, des partages, des commentaires. Venez nous donner votre avis sur, par exemple, ce que vous aviez pensé aussi des autres œuvres d'Alex Segura, comme le roman Chute libre. Je sais que certains l'avaient bien aimé. Aussi, surtout l'aspect des dessinateurs. Peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup le style de Leonard Kirk. Là, fait que venez le défendre, ça va faire un beau débat. Idem dans le Discord et sur les autres réseaux, hein, mais sur le Discord, c'est là qu'on peut avoir des discussions un peu plus en profondeur. Je suis en train de chercher aussi les adresses des autres là, sur Facebook, Instagram, Thread, X et Blue Sky. Et on vous rappelle d'aller faire un tour sur la boutique de Star Wars en direct aussi hein, pour donner un coup de pouce à payer les serveurs. Pour rappel, on n'est pas une organisation à but lucratif. Donc, c'est aussi par ces petits encouragements-là que vous faites vivre le podcast. Donc voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près de 25 ans. Et que la force soit avec vous. Bye.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.